Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer la semaine qui arrive. Bienvenue à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner juste avant de démarrer et surtout si ce n'est pas encore fait et bien sûr à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens en bio et en description. Alors on va avoir forcément pas mal de petites choses à dire et pas mal de petites choses à voir aujourd'hui étant donné la semaine particulièrement agitée que l'on a eu notamment sur le marché crypto. Et puis on va aussi parler de ce qui nous attend d'un point de vue macroéconomique et sur les marchés financiers traditionnels sur la semaine qui arrive et la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on commence donc avec l'actualité phare de cette semaine, les ETF Spot Ethereum. Alors, il y a encore un petit peu plus d'une semaine, les probabilités d'avoir une acceptation avaient été d'ailleurs repoussées en 2025, donc très peu de personnes sur le marché s'attendaient à avoir une acceptation des ETF imminente. On était parti pour attendre beaucoup plus longtemps. On trouvait d'ailleurs que la charte d'Ethereum était particulièrement inquiétante. Et puis début de semaine, on a eu des premières rumeurs comme quoi finalement les ETF pourraient être acceptés beaucoup plus tôt que prévu. Et puis donc, c'était quand c'était jeudi soir, dans la soirée, et bien voilà, la SEC, donc le régulateur financier américain, a officiellement approuvé les ETF spot Ethereum seulement quelques mois après avoir accepté les ETF spot Bitcoin. Alors évidemment, c'est une très très bonne nouvelle pour l'écosystème crypto, ça va amener de nouvelles personnes, ça va amener de la liquidité sur le marché, ça va aussi permettre et faciliter la démocratisation, l'adoption des crypto-monnaies à grande échelle et par le grand public. Donc ça c'est quand même super intéressant. L'autre point qui est quand même positif, c'est qu'on peut donc potentiellement imaginer que si la SEC accepte un ETF sur Ethereum, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas Ethereum comme une securities, et dans ce cas-là, on aurait un certain nombre d'autres crypto-monnaies qui ne seraient pas considérées comme des securities par la SEC, et ça c'est quand même un gros point positif, et il faut se le dire quand même sur le marché. Alors, l'inconvénient, et on en avait déjà parlé lorsque les ETF spot Bitcoin avaient été acceptés, c'est que c'est vrai, eh bien, qui dit ETF sur les cryptos dit une financiarisation des cryptos, ce qui n'est pas totalement cohérent avec les caractéristiques initiales et intrinsèques des cryptos lorsqu'elles avaient été créées. On est d'accord là-dessus. Alors la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres ETF sur les cryptos? Certains parlent déjà d'un ETF sur Solana, sur Chainlink, sur le XRP. Qu'en est-il? Bon, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Certains médias financiers américains ont évoqué la possibilité d'avoir justement de nouveaux ETF sur les cryptos. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, mon avis, il est simple. C'est que je ne pense pas qu'on va avoir une multiplication des ETF sur différents altcoins, mais qu'on va avoir plutôt des paniers, en fait, des ETF qui vont regrouper les altcoins selon leur secteur. Donc, par exemple, un ETF crypto RWA, un ETF crypto intelligence artificielle, ce genre de choses, pour moi, ça a quand même plus de probabilité de se mettre en place. Là, encore une fois, je vous le disais, mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Alors ça c'était la première actualité phare de cette semaine, mais la deuxième est aussi très très bonne et elle concerne à nouveau les États-Unis, puisque oui, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi qui va interdire à la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, de mettre en place, de créer des CBDC, donc des monnaies numériques de banque centrale. C'est évidemment une très très bonne nouvelle, c'est une grosse victoire pour nos libertés, et on espère bien évidemment que en Europe, on ait une loi similaire qui pourrait empêcher justement la BCE elle aussi, de mettre en place une MNBC, donc monnaie numérique de banque centrale, avec l'euro numérique, ce qui serait vraiment problématique par ailleurs. Donc voilà, une très très bonne nouvelle à nouveau cette semaine. Il faut s'en réjouir. Maintenant, attention, il n'y a encore rien de gagné. Et puis je vous le rappelle, mais les cryptos sont quand même un très 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 bon bouclier face à tout cela. Ça, c'était d'un point de vue purement actualité. On va désormais passer un petit peu plus du côté macroéconomique et revenir sur les éléments principaux que l'on avait cette semaine. Alors, c'était une semaine quand même relativement calme. On a eu quelques petits catalyseurs assez intéressants avec mercredi les ventes de logements existants aux États-Unis qui ont diminué un petit peu, les stocks de pétrole brut américain qui sont repassés en positif, et puis notamment les minutes de la Fed. Donc le compte rendu du FOMC qui avait eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Alors,
Qu'est-ce qu'on apprend pardon, dans ce compte-rendu? Pas grand-chose de nouveau. En fait, la Fed nous rappelle que oui, il y a des signaux positifs, mais il y a des signaux qui sont pas totalement rassurants non plus. Donc la Fed ne se précipite pas à baisser les taux. Elle évoque même peut-être la possibilité d'une hausse de taux si c'est nécessaire. Elle nous explique aussi, comme elle nous le dit toujours, qu'elle est data dependent, qu'elle prend des décisions meeting après meeting et qu'elle n'est pas dans l'anticipation. Donc en gros, voilà, rien de nouveau, on est sur la ligne directrice, la même ligne directrice que l'on a depuis quelques mois. Jeudi était une journée particulièrement intéressante, j'ai envie de dire même la plus intéressante de la semaine, puisqu'on avait les chiffres PMI manufacturiers et services dans la zone euro et aux États-Unis. Alors, on a eu des comportements un petit peu différents. Au sein de la zone euro, c'est plutôt encourageant, notamment sur le secteur des services, puisqu'on reste dans une phase d'expansion économique. Et du côté manufacturier, alors même si on reste dans une phase de contraction économique, on a quand même des chiffres qui s'améliorent. Et c'est d'ailleurs une tendance qu'on observe depuis un petit moment en Europe, à l'image un petit peu de ce qui se passe en Allemagne, eh bien, c'est qu'il y a un regain d'activité, il y a un regain de croissance au sein des pays moteurs de l'Union européenne, ce qui pourrait peut-être nous permettre d'éviter une potentielle récession. Du côté américain, on a eu aussi des bons chiffres, mais le problème c'est que vu le contexte actuel, on peut plus difficilement les interpréter comme des bons chiffres. Bah oui, parce que il y a encore quelques semaines, il y avait encore quelques mois, on observait une tendance à la baisse sur les chiffres PMI. Ce qui dans le contexte d'inflation actuelle était plutôt positif. Baisse d'activité économique, ça pouvait permettre d'endiguer l'inflation. Le problème c'est que là, que ce soit dans le secteur des services ou dans le secteur manufacturier, on a des chiffres qui repartent très très fort et très très vite à la hausse. Et un petit peu à l'image des chiffres des PPI qu'on avait eu il y a une semaine et demie, 2 semaines, il y a des petites datas comme ça qui sont encore un petit peu inquiétantes et qui ne permettent pas, en fait, à la Fed d'être vraiment sereine sur le fait que l'inflation va revenir se stabiliser sous les 2%. Voilà pour la journée de jeudi. Et puis hier, on avait quelques datas intéressantes du côté européen et américain. C'est surtout du côté américain, à nouveau, qu'il a fallu se pencher. Des résultats qui là ont été plutôt positifs, puisqu'on a vu l'attente et la confiance des consommateurs diminuer assez fortement. Donc si on a des consommateurs américains qui ont moins confiance dans le marché, moins confiance dans l'économie, qui ont moins d'attente, c'est des personnes qui sont amenées à consommer moins. Par contre, on voit que les anticipations d'inflation, elles restent tout de même élevées, que ce soit à court terme ou à 5 ans. Ça, c'est ce qu'on a eu cette semaine. Maintenant, la semaine qui arrive s'annonce beaucoup plus mouvementée, les amis. Il va falloir accrocher vos ceintures. Lundi, on va rentrer tranquillement avec les chiffres IFEO en Allemagne. Mardi, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, notamment avec la confiance des consommateurs, donc le Conference Board sur le mois de mai, un chiffre qui est attendu légèrement en baisse. Mercredi, journée de transition, journée plus calme, on aura quand même des petites choses intéressantes avec l'inflation en Allemagne et le beige book, donc le livre beige de la Fed, rapport économique aussi qu'on débriefera ensemble qui est assez intéressant. Et puis jeudi, là vraiment on va rentrer dans le dur avec les chiffres de la croissance aux États-Unis. Donc sur le premier trimestre, on avait eu un chiffre prématuré il y a 2 semaines. On aura la version finale de ces résultats, donc jeudi à 14h30, un chiffre qui est attendu à 1,6% contre 3,4% précédemment, ce qui devrait rassurer les marchés d'un point de vue inflation, sans pour autant les alarmer d'un point de vue récession. Et puis le lendemain, vendredi, pour finir la semaine en beauté, on aura les chiffres de l'inflation avec les chiffres PCE aux États-Unis, donc indice des prix à la consommation. Je rappelle que les chiffres PCE, ce sont les chiffres de l'inflation les mieux pondérés, c'est ceux qui ont le plus de poids dans les décisions des investisseurs et dans les décisions de la Fed. Donc ce sera évidemment un catalyseur particulièrement important. Alors un catalyseur pour qui, pourquoi? Eh bien notamment pour le dollar. Ça me permet de faire la transition parfaite avec ce qui se passe actuellement sur les marchés. On a vu il y a 2 semaines le dollar venir retracer assez violemment sur son support des 104 points sur lequel il a parfaitement rebondi pour revenir chercher au-dessus des 105 points. Donc on est toujours à moyen terme dans une tendance qui est baissière, ça on est bien d'accord là-dessus, mais à court terme on est repassé sur une petite tendance haussière. Et justement, les catalyseurs macro que l'on va avoir semaine prochaine vont vraiment nous donner une direction définitive, selon moi, pour les prochaines semaines et peut-être jusqu'au mois de septembre sur le dollar. Donc soit on va être capable de repasser au-dessus de cette polarité des 105,5 points, auquel cas on aura probablement une continuation haussière assez intéressante sur le dollar dans les prochains mois.
Ou alors, on va avoir des données plutôt déflationnistes, donc avec un PIB qui descend, avec un PCE qui descend, et auquel cas on pourrait passer plutôt cette polarité vers le bas, ce qui nous ramènerait sans doute sur le support précédent à 102 points sur le dollar, ce qui laisserait sans doute beaucoup de place aux classes d'actifs risqués, aux cryptos, donc aux indices et à certaines matières premières. D'accord? Donc ça, c'était la première chose sur le dollar. En termes de prise de position, actuellement je suis vendeur sur le Dow Jones depuis jeudi matin. D'accord? Le Dow Jones qui est pour moi l'indice US le plus faible en ce moment. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de le vendre. Je m'attends à une continuation baissière au minima jusqu'aux 38 600 points. Donc pour le moment, j'ai sécurisé ma position et je vais la garder sur la semaine prochaine. Je surveille aussi le S&P 500 qui est pour moi peut-être en train de mettre en place une structure de retournement qui pourrait l'amener à respirer davantage. Mais comme je viens de vous l'expliquer, ça va vraiment dépendre aussi de ce que va faire le dollar. Donc je ne vais pas me précipiter dans des positions, même si d'un point de vue technique, le marché me donne des éléments intéressants, parce que la macroéconomie va avoir un poids particulièrement important sur le comportement des marchés cette semaine. On va aussi surveiller le Nasdaq, mais le Nasdaq reste quand même beaucoup plus fort. Et je reviens un petit peu sur un point de vue actualité, puisque cette semaine, vous le savez, on a eu les résultats d'NVIDIA, qui ont été particulièrement bons, d'accord? Des résultats vraiment extraordinaires. Hop, il est où NVIDIA? Non, je ne l'ai pas dans ma liste. Donc, ce qui explique le comportement haussier du Nasdaq. Voilà, on a le cours de l'action NVIDIA qui a atteint les 1000 $. Je vous ai présenté les résultats en détail dans le serveur Discord. On a des résultats qui sont en hausse, un chiffre d'affaires qui sont en hausse. Enfin, c'est vraiment extraordinaire ce que fait l'entreprise. Et donc, l'action se porte merveilleusement bien. Et on sait que le secteur de la tech est une grosse pondération des indices américains et notamment du Nasdaq. Voilà ce qui explique son comportement bullish et pourquoi il ne faut pas essayer de rentrer à la vente en ce moment, selon moi, dessus. Et plutôt essayer d'accompagner le mouvement haussier, le momentum haussier, le plus loin possible. Du côté européen, on a vu le FTSE en grosse difficulté puisqu'on a eu des datas sur les ventes au détail au Royaume-Uni qui n'ont pas forcément été très très bonnes, notamment sur la fin de semaine. Alors je ne suis pas rentré en position, mais voilà, je m'attends quand même à de la continuation baissière avec une première zone intéressante aux alentours des 8200 points et après peut-être un retour sur ces zones de polarité aux alentours des 8000 points. Du côté du DAX et du CAC 40, pas de changement pour le moment. J'avais close ABE mes positions il y a 2 semaines maintenant. Je n'ai pas repris de position. Je les garde en observation. Mais voilà, rien d'intéressant pour moi en ce moment. On surveille un petit peu ce qui se passe tranquillement. La seule petite chose que je pourrais dire sur le DAX, c'est qu'on est sur un niveau, un point pivot très très intéressant. Là, le price action, on va se le dire, il est clairement bullish. Mais attention, si on est amené à repasser et à casser ce support, alors ça pourrait nous ramener assez rapidement sur cette zone-là où on a quand même pas mal de choses à venir récupérer, donc aux alentours des 17 600 points. Voilà ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine sur le DAX. Du côté du Forex, désormais, je suis toujours en train de travailler Euro-USD à la vente, puisqu'on avait anticipé le rebond du dollar américain. Donc voilà, position qui a été sécurisée déjà avec TP partiel et SLABE. Et puis on va continuer de laisser courir avec cette zone qui m'intéresse particulièrement, qu'on avait identifiée au début du mois de mai, rappelez-vous. Donc voilà, pas de changement et pas forcément grand-chose à dire de plus sur le marché Forex. C'est ma seule exposition actuellement. Vous savez, je vous avais expliqué que j'avais réduit un petit peu mon exposition au marché durant le mois de mai, puisque j'étais un petit peu moins présent et un petit peu moins actif devant les graphes, donc ça tombait plutôt bien. Alors, ce comportement du dollar, dont je vous parle depuis tout à l'heure, il a aussi expliqué la position que j'ai pu prendre semaine dernière sur le gold, donc où on était venu chercher tous les TP qu'on s'était fixés. Et puis et puis cette semaine, du coup, on est revenu sur nos prix d'entrée, on est revenu s'appuyer sur le support qu'on avait travaillé précédemment, et donc j'ai repris position tout simplement, alors avec une taille de position justement beaucoup plus petite, parce que pour moi il y a un petit peu plus d'incertitude aussi au vu du contexte macroéconomique, mais un trade qui me paraît à nouveau intéressant, donc voilà pourquoi j'ai repris cette position tout simplement avec la même idée. On surveille aussi du côté des matières premières le pétrole qui est venu faire une petite déviation sous cette zone de supply. Alors j'aurais bien aimé qu'on vienne chercher une déviation un petit peu plus profonde, histoire de récupérer ces lots et puis cette zone de FVG en 4 heures, qui intervient parfaitement dans une zone d'OTE. Si on trace un Fibo sur toute cette impulsion haussière, vous voyez qu'on est vraiment pile poil dans l'OTE. Donc j'aurais aimé une déviation un petit peu plus forte, un petit peu plus profonde, avant une réintégration qui nous aurait permis de repartir à l'achat. Maintenant,
même si là on est venu réintégrer en fin de session hier, c'est tout à fait possible qu'on y revienne en début de semaine prochaine. Donc voilà le scénario que j'attends pour le moment sur le pétrole. Je bois une petite gorgée d'eau et on passe sur les cryptos. Alors, sur les cryptos, mesdames et messieurs, on a un marché qui est haussier, très clairement, on le sait. Depuis la réintégration des 59 000 $, BTC ne fait que monter. On est venu même chercher les 72 000 $ en début de semaine. Donc, un marché qui avait été bien porté, je vous l'ai dit en début de vidéo, par les rumeurs d'acceptation des ETF. Et puis, très rapidement, on est revenu combler le mouvement qui avait été créé au moment de la rumeur. Très logique, news centralisée, on vient, on rééquilibre. Normal. Bitcoin, je le regarde un peu moins. Pourquoi ? Parce que l'attention, forcément, elle est sur Ether. Bah oui, la dominance de Bitcoin, elle a pris une grosse claque. La paire Ethereum-BTC est en train de nous faire une réintégration fulgurante de ce niveau weekly, zone de polarité particulièrement importante pour Ethereum. Et puis surtout, la charte d'Ether qui est extraordinaire. Et donc, mon attention se porte davantage sur Ethereum et mon envie de prendre des positions se porte plutôt là-dessus. Alors, on voit que l'acceptation officielle par la SEC, elle n'a pas eu grand effet. Il y a eu un petit peu de volatilité, mais ça n'a pas donné un sens directionnel très clair, très défini au marché. Et c'est plutôt logique, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs déjà au mois de janvier avec l'acceptation des ETF Bitcoin. J'ai même tendance à penser qu'on pourrait très très bien sur Ether venir carrément combler en fait le mouvement qui avait été créé au moment de la rumeur, rééquilibrer ce pump avant de repartir vraiment à la hausse. Je pense que ça serait plutôt cohérent et ça serait plutôt logique. Mais au vu du price action à court terme, c'est pas non plus impossible qu'on aille chercher tout de suite plus haut. D'accord ? Je pense notamment à cette belle chasse au stop loss qui avait été effectuée quelques heures avant l'approbation officielle par la SEC. Ok ? Maintenant, ce qui est très intéressant à comprendre aussi, c'est que Ether va amener avec lui un certain nombre d'altcoins. Et alors là, on rentre dans un scénario et dans une théorie qui peut être très très intéressante, c'est que moi je vous explique depuis un moment que, voilà, à mon avis, Bitcoin va continuer de latéraliser et va rester dans son range entre 59 et 73 000 $ jusqu'au mois de septembre. Mais là où c'est intéressant, c'est que si Bitcoin latéralise et qu'Ether est capable de prendre le relais sur le marché, alors on pourrait avoir le droit peut-être à une jolie petite alt season durant l'été. Et ça peut être vraiment très très intéressant. Il y a plein d'alts qui sont dans des configurations haussières. Je vous en ai partagé certaines, et même un bon nombre dans le serveur Discord, donc je vous inviterai à venir voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est un scénario qui gagne en probabilité. C'est pas encore sûr, parce que je reviens sur la paire Ethereum-BTC, mais la réintégration de la polarité weekly n'est pas encore validée, d'accord ? Là, pour le moment, c'est clairement pas le cas. Alors peut-être que ça prendra 2 semaines, peut-être qu'il nous faudra une deuxième bougie pour valider vraiment la réintégration, mais on a quand même quelque chose de très très intéressant qui est en train de se passer. Donc c'est encore trop tôt pour l'affirmer, mais c'est un scénario qui est quand même de plus en plus probable pour la période juin à fin août, donc juin à septembre environ. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les cryptos. En termes d'ETF, sur les ETF Bitcoin, on est sur 10 journées consécutives d'entrée nette. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Les ETF aux États-Unis qui avaient eu une petite période un petit peu plus compliquée entre avril et début mai, se portent très très bien désormais. C'est un peu plus compliqué du côté des ETF asiatiques. On en a déjà parlé pas mal de fois, mais voilà, ils ont du mal à être très très attractifs pour le moment. Je pense que ça viendra, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant par rapport à ce qui avait été attendu par le marché, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Encore une fois, si vous souhaitez plus de détails, je vous invite à venir voir ce qu'on vous partage quotidiennement dans le serveur Discord. Bien évidemment, je vous invite aussi à venir voir ce qu'on vous partage tous les jours sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui sortent et qui sont très très intéressantes. Semaine prochaine, on se retrouvera en live évidemment pour suivre toutes les annonces macro de la semaine, tous les événements importants de la semaine. Je vous rappelle aussi
que la phase publique de notre levée de fonds est toujours on live, donc si vous souhaitez participer, il est toujours temps. Et je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours disponible et il est totalement gratuit. Je vous le rappelle, il vous permettra de comprendre l'écosystème crypto en seulement 10 étapes. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en bio et en description. On termine avec un petit point sur les résultats de la semaine. Alors ça c'est pas ça, ça c'est le planning que je vous ai déjà montré. Alors moi vous savez que cette semaine j'étais off, j'étais un petit peu en mode repos, en mode vacances, même si j'ai bossé un petit peu, donc très peu de positions pour moi. Mais le peu que j'ai fait a très bien marché. Donc petite semaine dans le vert, comme quoi voilà, des fois, c'est pas des fois, faut vraiment privilégier la qualité à la quantité en trading. Une seule ou deux positions peut largement vous permettre de réaliser et d'atteindre vos objectifs hebdomadaires, voire même mensuels des fois. Donc voilà, très content. Et puis sur la partie mentorat, Sandro lui n'était pas off, donc vous avez fait une belle semaine à plus 2,4%. Donc c'est quand même très encourageant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.